Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et l'invité ce matin, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Hausse des prix, à qui ça profite? Les agriculteurs et éleveurs peuvent-ils s'y retrouver? La promotion de la viande végétale par Bruno Le Maire, la sécheresse dans quelques régions de France, les questions d'emploi et de main-d'œuvre dans le secteur agricole, nous allons en parler. Et puis la stigmatisation aussi des ruraux par l'écologiste Camille Etienne, qu'on a entendu la semaine dernière. On l'a évoqué ce matin. Voici quelques-unes des questions que nous allons évoquer. Avant tous ces sujets, Marc Fesneau, si vous le voulez bien, quelques mots aussi sur la suite de la réforme des retraites. Parce que le groupe Lyotte, que vous connaissez, veut l'abroger lors d'un vote le 8 juin. Vous êtes ancien ministre des Relations avec le Parlement. Que doit faire la majorité? Laisser ce vote se dérouler ou l'empêcher? Mais il faut qu'il y ait un débat au Parlement. Mais il n'appartient pas à personne, ni au gouvernement, ni au groupe Lyotte, ni à personne, de déterminer ce que seront le choix et les desiderata des parlementaires. Je trouve assez original l'idée que, parce que ça serait un texte du groupe Lyotte, il serait intouchable, on ne pourrait pas y avoir d'amendement, on ne pourrait même pas discuter de sa constitutionnalité au regard de l'article 40, ce qui s'est appliqué dans tous les textes, ou surtout beaucoup des textes, sauf quand le gouvernement a accepté de lever le gage. Il faut que tout le monde accepte le débat. Et donc se faire un grief de refus de débat par ce groupe et les présidents de ce groupe, il y a quelque chose d'assez original. Qui a déposé 20 000 amendements quand le texte a été présenté par la Première ministre sur le texte retraite? C'est pas nous, c'est des gens de l'opposition, y compris des gens du groupe Lyotte. Et désormais, on se poserait la question soit de poser des amendements, non pas par milliers, mais par dizaines ou centaines, on vient de dire vous faites obstacle à la démocratie. Et puis deux, il faut qu'on essaie de remettre les idées en place. On ne peut pas être dans un pays, on peut avoir des querelles sur les textes, sur les objectifs, sur tout ce qu'on veut. On ne peut pas être dans un pays qui s'affranchit allègrement, pas après pas, de toutes les règles de droit. Là, il ne s'affranchit pas des règles de droit. Attendez, ce texte, s'il était voté au bout, il serait jugé inconstitutionnel. Donc, pourquoi? Faut le dire. Pas nécessairement s'il était voté à l'Assemblée. L'article 40, oui. Si. C'est pas parce que c'est voté que ça n'est pas inconstitutionnel. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un conseil constitutionnel pour en juger. Donc c'est pas parce que c'est voté que c'est constitutionnel. Donc ça serait bien, je dis ça très pacifiquement, mais ça serait bien que quand on produit des textes, on s'assure qu'ils soient bien constitutionnels. Mais si on est dans un moment où il faut s'affranchir de toutes les règles de droit constitutionnel, moi, pour ma part, je le regrette. Et c'est pas faire injure à la démocratie que de dire que ça serait mieux de respecter la Constitution. Oui. Bon, nous verrons ce qui se passera. Et après, voilà, les groupes parlementaires de la majorité, ceux de l'opposition, se saisiront de la question. Mais la vraie question au bout, c'est pas seulement la constitutionnalité, c'est pas seulement est-ce qu'on a le droit encore de faire des amendements dans ce pays, même quand on est dans la majorité, fût-elle relative. La seule question, c'est comment finance-t-il le système des retraites? Et la vérité, ils n'ont pas de réponse à ça. La seule élément... Certains ont des éléments de réponse. Certains ont des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réponse. À la vérité, le seul sujet qui vaille pour le pays, quand en Espagne, quand au Portugal, quand dans tous les pays d'Europe, la tendance est à l'allongement, et c'est pas par plaisir que je dis ça, c'est plaisant pour personne cette affaire-là. La seule question, c'est est-ce qu'on est capable d'équilibrer ce système de retraite? Si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, on fait pas œuvre de démocratie, parce qu'en fait on ment aux citoyens français. Et moi je pense qu'en démocratie, la pire des choses, c'est de mentir. Et donc on n'a pas un système de retraite qui est équilibré, on a un système de retraite qui va encore se déséquilibrer, et donc la seule question qui vaille, c'est comment on fait en sorte d'équilibrer le système des retraites. Le président de la République, il y a 3 ans en arrière, avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'y toucher, quoi. Mais bon, les choses ont changé, quoi. C'est inexact parce que dans le... c'est ce qu'il avait dit. Laissez-moi... Oui, répondre, bien sûr, Marc Fesneau. Je vous rappelle qu'avant la crise Covid, il y avait un texte où il y avait des mesures paramétriques et il y avait des mesures de système. Et donc, il y avait des mesures d'équilibre. Simplement, à la vérité, il y a 3 ou 4 ans, le Conseil d'orientation des retraites nous avait expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Puis après, nous a expliqué qu'il y avait un problème. Puis après, nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème. La vérité, c'est qu'il faut se faire soi-même sa religion sur ces sujets-là et que manifestement, nous ne faisons pas exception à la règle mondiale. C'est dans un système démographique tel qu'il est, le système des retraites n'est plus équilibré. Oui. Alors, venons-en maintenant à un secteur qui vous concerne aussi directement, puisque vous êtes ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire. C'est l'inflation, le pouvoir d'achat, la hausse des prix, notamment, et bien sûr, dans l'alimentaire. Alors, qu'on comprenne bien, là, il y a de nouvelles négociations commerciales qui doivent être engagées, là, c'est ça? La porte a été ouverte avec l'acceptation d'un certain nombre de grands groupes agroalimentaires qu'il puisse y avoir des renégociations commerciales. C'est la règle du commerce qu'il puisse y avoir des renégociations. Je rappelle que dans les contrats tels qu'ils sont signés, il y a des clauses de revoyure.
Donc, il est bien que la grande distribution et les grands groupes puissent rediscuter des clauses des contrats et de dire est-ce que là, il n'y a pas une baisse qui peut se produire parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui produisent une baisse. Rappelons aussi que l'inflation, c'est un sujet compliqué. Pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire que avant que l'inflation n'arrive, et c'est-à-dire c'est ce qu'on voit, il y a parfois un délai de latence qui est de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ouais. Quand les pâtes que vous avez aujourd'hui sur les étals des rayons des supermarchés, c'est des pâtes qui sont produites avec du blé qui a été récolté en 2022, sur des prix de 2022, avec des prix d'engrais de 2022. Et donc, regardez les prix de 2023 pour dire il faut baisser, c'est un peu faire une erreur parce que la pâte que vous avez sous les yeux, elle n'est pas le produit des prix de 2023, elle est le produit des prix de 2022. Vous avez par ailleurs parfois des emballages. Les emballages, quand vous produisez un produit, ils sont achetés 3, 4, 6, 8 mois avant. Et donc, il y a une forme d'inertie à la montée et il y a une forme d'inertie à la descente. Et donc, il y a une logique à ce que ça soit un peu décalé dans le temps. Simplement, l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte qu'à l'été, il y ait une forme de stabilisation avant qu'une décrue s'opère s'il n'y avait pas d'accident supplémentaire d'un point de vue géopolitique. Bon, et du côté des agriculteurs, alors, est-ce que eux peuvent s'y retrouver, en fait, aujourd'hui, les agriculteurs et les éleveurs français? La question centrale, c'est... il ne faut pas opposer la question du prix et la question... du pouvoir d'achat ou la question des éleveurs ou des éleveurs ou des agriculteurs. Non, parce que les éleveurs aussi, bien sûr, les agriculteurs ont eu des coûts de revient beaucoup plus importants. C'est exactement ce que je viens de défendre devant vous. On a besoin de tenir à la fois une inflation aussi maîtrisée que possible. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement parce que l'inflation, c'est pas que l'alimentaire. L'inflation, c'est l'énergie. L'inflation, c'est des tas de choses. L'inflation, c'est les portables on parle jamais de l'inflation des téléphones portables. Or, pourtant, ils ont pris une inflation aussi, et parfois beaucoup plus importante qu'en agriculture. Simplement, il y a une question en agriculture, c'est si on ne veut pas rémunérer les agriculteurs et les produits agricoles au prix qu'ils coûtent, et à la fin, il n'y aura plus d'agriculture. Voilà. Et donc, il faut qu'on ait aussi une prise de conscience collective, et je ne donne de leçons à personne, y compris d'ailleurs la grande distribution dans sa stratégie commerciale, de faire en sorte que la manière dont on traite la valeur des produits agricoles, c'est la manière dont on traite l'agriculture et la manière dont on traite à la fin la souveraineté agricole. Et vous avez l'impression que les grands distributeurs ne traitent pas bien les agriculteurs? Non, je ne fais pas de généralité, je dis juste que chacun... non. Tout de même. Non, je ne fais pas une généralité. Non, mais bien sûr. Mais je pense que d'abord les lois Egalim qui ont été produites, 1, 2, et la dernière qui a été votée, la loi des Crozailles, sont des lois qui visent à encadrer les choses pour faire en sorte qu'on construise le prix alimentaire d'abord par le prix agricole, pour pas qu'on fasse vendre à perte le milieu agricole. C'est ce qui s'est passé pendant 10 ans. Personne ne s'est jamais inquiété pendant 10 ans d'une déflation sur les produits agricoles. Ça veut dire que tous les ans, les agriculteurs et les industries agroalimentaires, d'ailleurs au passage, perdaient de la valeur et perdaient du revenu. Personne ne s'est inquiété de ça. Ça, c'était poussé par certains grands distributeurs. Et ça, on a perdu quoi? On a perdu de la valeur et à la vérité, on a perdu de la souveraineté alimentaire. Donc, il faut être vigilant sur cette question des prix et ne pas être démagogue. Il y a une question qui est posée à nous tous pour essayer de maintenir au mieux, en particulier pour les Français qui sont avec le moins de revenus, parce que ça, c'est une exigence. Mais en même temps, dire le meilleur prix, c'est le plus bas prix, c'est, à mon avis, collectivement une erreur. Oui. Est-ce que la filière du bio pourra se remettre là d'une crise actuelle qui la frappe? L'objectif du plan qu'on a annoncé, qui est un plan avec aide d'urgence et une aide pour structurer la demande. C'est environ 200 millions d'euros, 60 millions d'aides de crise d'urgence, et puis 120, plus 10 millions qui avaient déjà été annoncés, plus de 120 millions sur comment on booste la commande publique. La commande publique, c'est un formidable levier. Donc, c'est la première grande crise du bio. C'est une crise, pour moi, qui est une crise de croissance. Avant, on disait il n'y a pas assez d'offres. Maintenant, on dit il n'y a pas assez de demande. Donc, il faut qu'on pousse la demande et puis qu'on aide les agriculteurs bio à passer ce cap, parce que c'est un cap difficile. Et la conversion à l'agriculture bio est un coût. C'est souvent très compliqué techniquement, et donc il faut plutôt les encourager. Oui. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire que vous êtes est forcément aussi concerné par l'ensemble des plans d'action là, qui sont présentés en ce début de semaine contre les émissions de gaz à effet de serre et demain la sécheresse. Quelles sont pour vous les priorités? Les priorités. Alors, l'agriculture a ce site particulier qui elle est à la fois, comme toutes les activités économiques, émettrices de CO2, et par ailleurs, elle est la seule activité qui peut stocker du CO2. Parce que les prairies, ça stocke du CO2. Parce que produire de la biomasse, ça stocke du CO2. Donc et que par ailleurs, on va demander à l'agriculture de produire plus de biomasse pour d'autres usages, pour le bâtiment, pour l'énergie. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre, et ça sera l'objet des débats que nous aurons, y compris cet après-midi, autour de la Première ministre. C'est comment on arrive à trouver un point d'équilibre. Pour produire de la biomasse, il faut des fertilisants qui soient décarbonés. Pour donner un seul exemple, et puis il faut un peu d'eau. Et donc, comment on arrive à trouver un équilibre entre ces deux tensions? On sait que on a besoin de faire des efforts sur passer des fertilisants minéraux aux fertilisants organiques.
les uns étant produits avec de l'énergie fossile, les autres étant produits sans énergie fossile. On sait qu'on a une trajectoire à trouver sur l'élevage, sans stigmatiser l'élevage, pour essayer de réduire l'empreinte carbone aussi. Et c'est ce chemin-là qu'il faut qu'on essaie de trouver. Bon, ça a l'air d'être difficile. Bruno Le Maire, lui, il s'est attiré les foudres des agriculteurs ce week-end en faisant la promotion de la viande végétale. Les bouchers également, qui l'ont accusé d'être le fossoyeur de la filière viande. Vous comprenez leur inquiétude? Moi, je comprends tout à fait leur inquiétude. Alors, à vrai dire, j'ai vu que Bruno Le Maire avait je ne sais pas si c'est rectifié, mais avait précisé ce qui avait été sa pensée. J'ai vu dans une autre émission, il avait fait l'éloge de la Côte de Bœuf. Je pense qu'il faut qu'on essaye, et c'est pas le sujet de Bruno Le Maire, là, pour le coup, collectivement, de poser ces questions-là sans opposer les modèles et sans opposer. On a le droit de manger des végétaux et on a le droit de manger de la viande sans stigmatiser les uns et les autres. Et si on pouvait pas séparer le monde entre végétariens et non végétariens, ça serait bien, et ça serait bien pour tout le monde. La trajectoire globale, on sait qu'il y a plutôt une légère décrue de la consommation de viande. Assumons-le comme tel. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'il y ait des éleveurs sur le territoire. Oui, L'important, c'est qu'ils soient rémunérés. Oui. Et la troisième chose importante, et ça revient au début de votre question, c'est qu'ils ne soient pas stigmatisés. Parce que moi, j'ai besoin d'éleveurs pour nous nourrir, j'ai besoin d'éleveurs pour leur fonction de biodiversité, de carbone. On ne peut pas à la fois dire je veux maintenir les haies, je veux maintenir les prairies, je veux maintenir les paysages, je veux lutter contre les incendies et passer son temps à dézinguer ou à démolir le métier d'éleveur, qui est un métier en plus où on est très peu rémunéré. Et donc il faut qu'on sorte de cette spirale infernale qui vise à stigmatiser dans ce pays. L'écologiste Camille Etienne, par exemple, pousse le bouchon un peu loin quand elle stigmatise l'ensemble en fait du monde rural d'ailleurs. Bon, elle pousse, je sais pas ce qu'elle pousse. En disant qu'il vote Rassemblement National, alors que quand on regarde les études, mais moi on va pas se laisser faire donner la leçon. Moi je suis un élu du monde rural, je vais pas me faire donner la leçon par des gens. Moi ça fait 15 ans qu'au lieu d'aller devant des micros, j'essaie de faire des choses sur le bois énergie, sur la préservation d'un certain nombre d'espèces dans mon territoire. Donc je vais pas me laisser divertir, parce que ça relève de ce registre-là, par des gens qui viennent à longueur de tribune donner des leçons aux autres. Je ne connais pas une transition qui soit faisable si vous passez votre temps à dire celui-ci il est comme ça, celui-là il est comme ça et celui-là je le stigmatise. La stigmatisation, c'est la meilleure façon de ne pas avancer. Et se faire donner des leçons de politique, de vie, de culture, de manière de produire par des gens qui n'y vivent pas, ne voient pas les contraintes et ne veulent pas les accepter, y compris pour dire qu'il faut qu'on fasse des transitions. Vous m'entendez pas dire qu'il ne faut pas faire des transitions, mais il y a une manière de dire les choses qui est aussi importante que de faire les choses elles-mêmes. Oui, Marc Fesneau, est-ce que l'agriculture française est menacée ? Est-ce qu'elle peut disparaître quasiment dans les années qui viennent? Moi, non, mais je passe pas non plus mes journées à faire... les agriculteurs qui se posent ces questions, attendez, bien sûr, avec une diminution annoncée. J'essaie de sortir de la collapsologie générale. Quelles sont les menaces pour l'agriculture? La principale menace pour moi, c'est le sujet du dérèglement climatique, parce que ça vient mettre en tension un système et ça va venir perturber nos modes d'organisation agricole. Et puis c'est de faire en sorte que la compétitivité de la ferme France, je m'y emploie tous les jours, comme vous le savez, elle soit restaurée, parce que ça peut être une menace pour le maintien de l'agriculture à terme. Après, nous avons des agriculteurs qui sont très bien formés, qui sont techniquement très au point, et puis je crois un attachement des Français à l'agriculture dont il faudra faire preuve chaque jour pour les accompagner dans ces transitions, et on est à leur côté au niveau de l'État. Est-ce qu'il y a une inquiétude aussi au niveau de la sécheresse là? Il y a eu des pluies depuis 3 semaines qui sont tombées, certaines régions ont pu regonfler leur nappe phréatique, mais pas toutes. Je peux vous dire deux choses. Il faut qu'on essaie de regarder ces questions de sécheresse non pas à 3 mois, mais à 30 ans, parce qu'on va pas passer, moi je ne suis pas météorologue, je vais pas passer mon temps à commenter, il a plu 20 mm, il a pas plu 20 mm. 3/4 du pays, il n'y a pas de situation de sécheresse de surface puisqu'il a plu. Bon, alors les nappes sont basses, mais comme il a plu, il n'y a pas besoin d'irriguer, donc il n'y a pas à date, il n'y a pas d'inquiétude majeure, en particulier sur les céréales qu'on récolte au mois de fin juin, début juillet, ce qu'on appelle les céréales à paille. Donc, c'est plutôt un bon cap qui est passé. Après, on a dans le sud cette année un phénomène de sécheresse. Je vous rappelle qu'à 300 km de là, en Italie, il est tombé 250 mm d'eau. Donc soyons prudents à commenter à court terme. En revanche, on sait qu'il y a des systèmes agricoles qui sont plus soumis à stress hydrique que d'autres, en particulier dans ces régions du sud, et que globalement, il faut qu'on raisonne un système agricole avec des aléas climatiques. Beaucoup trop d'eau, pas assez d'eau. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des régions, dans les Hauts-de-France en particulier, où on ne peut pas planter les pommes de terre, parce qu'il y a trop d'eau. Donc, sur cette année, l'inquiétude principale, elle est autour du bassin méditerranéen, si les choses en restaient là, en espérant qu'on n'ait pas un gros épisode de chaleur ou de sécheresse. Pour l'instant, à vue
de météorologues, à un mois, manifestement, pas de gros épisodes de chaleur. Parce que la canicule, sur plus pas d'eau, ça fait beaucoup. Ouais. Donc ça peut se retourner. Mais pour ce qui est du printemps, le rattrapage a commencé à se faire de février, qui n'avait pas été du tout humide, sur mars et avril. Ouais. Mais on verra maintenant. On verra. Mais après, la question, je répète, c'est pas de regarder la météo de l'été 2023. La question, c'est de faire en sorte que nous nous préparions à des épisodes de dérèglement climatique qui vont lourdement impacter l'agriculture. Dernière question, Marc Fesneau. Il y a quelques jours, à ce micro, Marine Tondelier s'inquiétait de la disparition des oiseaux. Avec une étude qui est apparue récemment, elle disait qu'elle pensait aux oiseaux la nuit. Vous y pensez, vous aussi, ou pas? Je ne pense pas qu'aux oiseaux, je pense à l'ensemble de la biodiversité, et je pense aussi à la biodiversité humaine, donc je pense aussi à ceux qui sont sur les territoires, et je pense à la nécessité que nous avons de restaurer la biodiversité. La question des oiseaux, c'est la question de la manière dont s'alimentent les oiseaux. La question des oiseaux, c'est la question de la restauration des haies. J'ai lancé les travaux pour qu'on ait un plan haie dès cet été. La question, c'est pas de dénoncer au micro. La question, c'est d'essayer de faire. Je dis pas que ce que j'essaie de faire est parfait, mais au moins, moi, j'essaye. Et donc, il faut qu'on essaye de trouver des voies et moyens sur la biodiversité pour faire en sorte que nous retrouvions des populations d'oiseaux qui soient satisfaisantes. Je pense que ça participe de la richesse d'un territoire que d'avoir aussi une biodiversité qui soit riche. Oui. Dernière question, Marc Fesneau, sur les céréales. C'est vrai que l'Ukraine peut produire de nouveau et elle est exonérée de certaines taxes. Ça peut déséquilibrer les marchés, ça ou pas? Ça n'a pas déséquilibré les marchés au niveau français. Ça a un peu déséquilibré les marchés, reconnaissons-le, aux frontières polonaises et roumaines. D'où des mesures de protection et d'où des mesures d'aide qu'il faut toujours penser comme des mesures à la fois de solidarité à l'Ukraine, parce qu'on doit cette solidarité à l'Ukraine, et deuxièmement comme des mesures au niveau européen. Personne ne peut prendre des mesures unilatérales, donc j'ai beaucoup plaidé pour qu'on fasse en sorte d'avoir des mesures qui soient de niveau européen et pas pays par pays, sinon on ferait défaut à l'esprit européen. Merci Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.